Voilà. Alors, on va commencer. J'ai trouvé judicieux de commencer avec vous par rapport à la définition, aux notions qu'on peut avoir entre les processus, les procédures et les modes opératoires. Pour ne pas faire d'amalgame, alors j'ai repris, vous savez, le graphique, enfin, je dis vous savez, les spécialistes de la qualité, les responsables qualité, en sachant que cet atelier n'est pas strictement réservé aux responsables qualité, c'est aussi réservé aux centres de formation qui ont des procédures, des process à rédiger, ou bien aux entreprises qui tout simplement ont fait le choix de pouvoir rédiger en interne pour une volonté propre leur procédure et leur mode opératoire. À ceux qui sont en direct, je fais coucou, parce que je reçois des coucous, et je vous dis à très bientôt. On va se laisser ici, et pour les prochains ateliers, vous serez informés pour pouvoir accéder à notre webinaire. À très bientôt à ceux qui sont en direct sur Instagram. Donc, je continue avec ceux qui sont sur l'atelier. On va commencer avec la définition d'un processus. Alors, volontairement, je vous ai pris un extrait de la norme ISO 9001. Et la norme ISO 9001 le définit comme ça, comme étant un processus, étant un ensemble d'activités transformant les données d'entrée en données de sortie. Soyez pas effrayés par rapport au fait que je prends comme référence la norme ISO 9001, tout simplement parce que la norme ISO 9001 est une norme de référence. Cette norme a été établie à partir des pratiques de réussite d'un certain grand nombre d'entreprises comme Toyota, comme Ford, etc. Et donc, c'est uniquement pour ça que je le prends comme étant la norme de référence. Donc, pour définir un processus, on a un ensemble d'activités avec des éléments d'entrée et des éléments de sortie. Contrairement à la procédure. La procédure, on va revenir en mode de présentation, ce sera plus simple. Voilà. Contrairement à la procédure, où là, on a un processus qui, lui, peut être décliné en 1, 2, 3, 4, 5 procédures, ou bien tout simplement n'être qu'un processus avec une procédure. Il n'y a pas de nombre prédéfini. Ce qui est intéressant alors, attendez que je... Voilà, ok. Ce qui est intéressant à savoir, parce que moi j'ai coupé mon micro et ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Ce qui est intéressant dans le cas de la définition d'une procédure, c'est que on divise en fait, si nécessaire, le processus en plusieurs procédures, mais ce n'est pas une obligation. Il faut juste que vous reteniez que la procédure, elle, va décrire, va formaliser des tâches à accomplir pour mettre en œuvre le processus. J'essaie d'avancer ma présentation. Qui semble, on va faire des caprices. Voilà. On arrive enfin sur le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est bien la description la plus fine de système de management, c'est bien la description la plus fine d'une organisation. Dans le schéma, donc j'ai extrait la donnée d'entrée et la donnée de sortie du processus. On a de nouveau nos procédures et dans une procédure, il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5 modes opératoires. C'est vous qui le définissez. Mais si je reviens sur mon schéma principal, on a bien le processus qui vient en amont, puis les procédures, enfin les modes opératoires, et ce qu'on appelle dans le jargon qualité l'enregistrement, c'est toute preuve écrite qui permet de prouver qu'on a bien mis en œuvre une tâche, une action. Un mail est un enregistrement. Un enregistrement audio est un enregistrement. Un formulaire
compléter est un enregistrement. Ce qui me permet d'arriver dans le vif du sujet et on va commencer par le processus. Comment on rédige un processus? Pour rédiger votre processus, vous vous rappelez, il nous faut une donnée d'entrée et il nous faut une donnée de sortie. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les données, je vais vous conseiller de commencer par une cartographie. Et pour ça, je vous ai mis plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est la cartographie de la société acquise. Dans cette cartographie très simple de représentation, vous voyez bien qu'on a les processus de management. Alors, pourquoi j'ai un petit peu hésité, c'est parce que je m'étais promis dans cet atelier de ne pas aborder la différence entre management et support. On n'est pas là aujourd'hui pour ça, mais de façon synthétique, dans le management, on retrouve tout ce qui correspond à la définition de la stratégie, à tout ce qui est finance, tout ce qui est management. Et en bleu, là, on va retrouver tout le process de production. Donc, au sein d'Acquise, on a toute cette phase de commercialisation. On peut soit créer une formation et ensuite la mettre en œuvre, ou bien on commercialise des formations qui sont dites catalogues. La mise en œuvre intervient et ensuite la fidélisation de la clientèle. Donc ça, c'est une première représentation simple d'une cartographie. Dans la cartographie, on voit bien que la donnée d'entrée, par exemple, de la prestation mise en œuvre est bien organisation de la formation. Ma donnée de sortie pour la mise en œuvre est la fidélisation. Je vais prendre avec vous un autre exemple. Il s'agit ici de la cartographie d'attitude d'entreprise. Je suis en train de chercher le... On a, même chose, une représentation tout aussi simple, volontairement, avec en jaune les activités dites production, mise en place des systèmes, suivi, rédaction, et en amont, direction, amélioration. On sait que pour toutes les activités dites production, on a besoin des données d'entrée direction, et pour les données d'entrée direction, ça devient en fait des données de sortie. Donc, les données de sortie d'un processus peut être les données d'entrée de notre processus. Mais la finalité, c'est que pour l'ensemble des processus, on ait bien la satisfaction client. Mais ne soyez pas bloqués par une représentation, ne soyez pas figés par un modèle de représentation. Soyez au contraire imaginatif et créatif. Et on l'a mis en exergue avec le processus, toujours avec attitude QHSE, où on a repris ici les exigences. Avec les exigences, on arrive sur le processus management. Donc, en gros, on réfléchit au comment on va faire. On fait avec les processus opérationnels. Ça passe sur le tapis, ça fait son job. Et on arrive, donc, ça peut être la satisfaction ou l'excellence. On améliore tout ça toujours et ensuite la boucle, elle continue ainsi. Alors, vous avez compris, je pense, l'intérêt de commencer par une cartographie, c'est pour être certain qu'on a toutes les données d'entrée qui permettent en finalité d'avoir la satisfaction client. Pourquoi la satisfaction client? Parce que c'est le client satisfait, c'est un client qui revient. Donc, au-delà d'être une exigence de ce fameux référentiel ISO 9001, la satisfaction client, c'est de permettre à l'entreprise d'avoir une certaine rentabilité, d'avoir une certaine pérennité dans le temps. Et c'est pour ça, dans votre support pédagogique, vous avez un exercice, ou plusieurs, un exercice, oui, qui est d'identifier les processus de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et si vous n'êtes pas dans une entreprise actuellement, dans une entreprise de votre choix, identifiez les processus qui sont dans cette entreprise et ensuite créez votre propre cartographie. Prenez un exemple d'une cartographie qui peut être très simple au début si c'est votre première cartographie, ou bien
Soyez imaginatifs, modifiez la cartographie, prenez d'autres exemples. Le plus important dans une cartographie, c'est qu'il faut que très clairement, on puisse voir les données d'entrée et les données de sortie de chacun des processus. Quand je dis données, donc dans le cas d'une cartographie, le processus amont et le processus aval de chacun des processus. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. On ne va pas non plus vous laisser trop de temps pour que vous puissiez commencer cette phase de réflexion. Sinon, prenez un petit peu d'eau. Alors, en même temps, je vais vérifier les questions, si on a des questions à ce stade. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Comme j'ai activé je vois les discussions. Non, pas de discussion, donc pas de questions, pardon, donc je continue. Très bien, merci Claire pour ton retour. Donc, on a vu les processus, on garde en tête qu'il nous faut une donnée d'entrée, une donnée sortie et pile au milieu des activités. Attendez, je me suis un peu avancée, je ne sais même plus où je suis. Oui, pardon. Donc, on arrive sur les modèles de cartographie. Donc, je vous ai pris cette fois-ci un exemple qu'on a sur notre site internet. D'ailleurs, à la fin, parmi les bonus, vous allez recevoir des codes promo pour pouvoir télécharger ces exemples de cartographie. Là, il n'y a pas de format prédéfini. Je vais vous montrer deux exemples, mais ne restez pas figés sur ces exemples-là. Rappelez-vous que tout système qualité doit être souple, mais par contre, il vous faut quand même un certain nombre d'éléments minimum pour que cela puisse correspondre à ce qu'on appelle cette fameuse fiche processus. Ici, dans cette fiche processus plus standard, plus classique, on a l'objet du processus, on a son champ d'application, donc qui est le pilote de ce processus, les différentes parties intéressées, etc. Donc ça, c'est je n'allais pas dire du standard, mais ce sont des éléments de début. Ce sur quoi il faut que vous fixiez votre attention, c'est sur le tableau qui est juste au-dessous avec les données d'entrée, à gauche, au milieu l'activité et à droite les données de sortie. Volontairement, dans la colonne activité, j'ai mis activité / processus. Mais restez uniquement sur soit vous êtes sur une activité, soit vous êtes sur un sous-processus. La différence entre sous-processus et procédure, elle est relativement floue. Dans les systèmes que nous mettons en place, on met qu'activité et voilà, il ne faut pas non plus des fois chercher trop de termes. Et à cela, cette fiche processus, elle avait été élaborée dans le cadre de systèmes qui souhaitaient être certifiés, et donc on avait rajouté les indicateurs de suivi. Je fais juste un petit aparté pour ceux qui sont dans un système certifiable ou qui souhaitent se faire certifier. Je ne vous conseille pas de mettre sur la fiche processus les indicateurs. Pourquoi? Tout simplement parce que quand il faudra le mettre à jour, parce qu'il faut mettre à jour les indicateurs, vous allez devoir mettre à jour votre tableau de bord, mais aussi votre fiche processus. Ne vous donnez pas double travail.
commencez, par exemple, mettez vos indicateurs uniquement sur votre tableau de bord et puis c'est tout. Par contre, l'intérêt de le mettre sur la fiche processus, c'est de s'assurer que pour chaque processus, on ait bien des indicateurs de suivi et de performance qui correspondent. Mais ça, c'était juste la partie. On reste sur l'intérêt de notre fiche processus. Donc là, je vous ai montré un exemple sous forme de tableau. Mais cette même fiche processus peut être présentée, j'essaie de la grossir, un peu, malheureusement, oui, ça y est, j'arrive un peu, à grossir. La même fiche que je vous ai présentée tout à l'heure, elle est représentée sous forme de logigramme, pas vraiment logigramme sous forme de tableau. Alors ça, c'est un fichier Excel. Et on a prévu bien sûr une légende avec les données d'entrée, le processus en amont ou en aval dont il dépend, les activités du processus et puis en rouge, les données de sortie. Ça, c'est un deuxième exemple de représentation graphique, de représentation du processus. J'ai un autre modèle à vous présenter, c'est celui-ci qui est sous forme de tableau, on va dire, ou un mix un peu des deux. Je ne sais pas trop comment le qualifier, celui-là. Donc, ici, c'est une fiche processus que nous utilisons en interne. On a jugé à un moment qu'il était pertinent lorsqu'on mettait en place un système, parce que nous sommes plusieurs consultants répartis sur plusieurs régions, et il était important qu'on puisse savoir quelle méthodologie on doit mettre en place lorsqu'on intervient chez un client pour mettre en place un système. Donc, on a défini des acteurs, mais attention, rappelez-vous, ce niveau de détail n'est pas forcément important dans un processus. Ce qui est important, c'est la colonne données d'entrée, la colonne avec les cases bleues que j'ai oublié de noter, activité, et la colonne données de sortie. Mais on a jugé pour notre activité de rajouter une colonne acteurs, informations documentées, les niveaux de risque et d'opportunité, la maîtrise opérationnelle et les parties intéressées qui peuvent être affectées. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un modèle de description de fiche processus. Il vous faut à minima dans votre fiche processus les données d'entrée, les activités et les données de sortie. Pourquoi nous avons fait le choix d'augmenter notre niveau de détail? C'est parce qu'on ne souhaitait pas aller systématiquement dans la rédaction de procédures. Et vous allez comprendre pourquoi je vais dans... Enfin, tout à l'heure, je vais vous expliquer pour le coup pourquoi on va on a fait ce choix. Donc, notre méthodologie, c'est qu'on vous propose pour pouvoir rédiger votre fiche processus. D'abord, de schématiser votre structure. Ça revient à votre cartographie. Ensuite, de définir les données de sortie de votre processus. Je dis bien les données de sortie. En fait, on le fait un peu en marche arrière, mais en fonction de ce qu'on souhaite, on pourra aller à l'étape 3 et définir comment on va faire pour pouvoir arriver au résultat. Et après, on se demande quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir rédiger, pour pouvoir faire mon activité. Je reprends un exemple alimentaire. Vous souhaitez faire une tarte à la fraise. Bon, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas de fraises dans votre région en plus, c'est pas forcément un bon exemple, mais vous souhaitez faire une tarte à la fraise. Pour faire une tarte à la fraise, donc c'est ma sortie, ma donnée de sortie, c'est la tarte à la fraise. J'ai besoin de suivre la recette et la recette, elle me dit qu'il faut... la recette me dit qu'il faut, je sais pas, qu'il faut de la pâte brisée, qu'il me faut des fraises, qu'il me faut des œufs, etc. et tout, et que ça va s'enchaîner d'une certaine façon. Cet enchaînement, ce sont mes activités. Et la pâte brisée, les fraises et compagnie sont mes données d'entrée. Donc, on parle du résultat, on décrit l'activité et ensuite, on définit les ressources dont on a besoin. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des questions sur la description, sur la méthodologie pour décrire un processus? Je ne vous entends pas, mais par contre, vous pouvez poser les questions directement dans le chat en vous assurant que vous fassiez à chaque fois
envoyer à tout le monde. Vous savez, à côté du mot envoyer à, dans la barre de discussion, il y a tout le monde. Donc, soyez sûr que vous sélectionnez tout le monde pour que je puisse voir vos questions. Donc, pas de questions, je continue. Merci Nelly, je continue alors. Je continue maintenant avec les procédures. La procédure doit décrire le quoi, ce qui doit être fait. Il y a plusieurs courants de pensée, je ne suis pas sûre que c'est exactement le bon terme, mais il y a certains qui disent qu'il faut décrire exactement ce qui est fait, ce qui est vrai. Après, il y a certains dont je fais partie qui disent qu'on va décrire ce qui est fait, mais en apportant des améliorations. Je prends un exemple. Voilà, j'ai mis mon véhicule dernièrement en révision. Et quand je suis revenue, quand j'ai récupéré le véhicule, le lendemain, la batterie était morte. Parce que le technicien, celui qui s'est chargé de faire l'entretien de mon véhicule, n'a pas vérifié la batterie. Or, de source sûre, je sais que dans la procédure qui était normalement formalisée, la vérification de la batterie aurait dû apparaître, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce que la plupart des techniciens ne le font pas. Alors, on fait quoi? Parce que la plupart des techniciens ne le font pas, je ne le mets pas dans la procédure, ou bien on sait que c'est nécessaire de vérifier la batterie avant de remettre le véhicule de la personne, et on le met pour que justement tous les techniciens le fassent. Je suis d'avis pour qu'on note dans une procédure ce qui est fait, mais ce qui devrait se faire pour que le système fonctionne correctement. Ensuite, on va noter le qui est responsable de chacune des tâches, et puis le comment, donc quel outil, est-ce que c'est une application qu'on va utiliser, est-ce que c'est un formulaire, est-ce que c'est une fiche, en fait, voilà, peu importe. Un point quand même que je voulais noter, que je voulais préciser avec vous, c'est il peut avoir des formulaires qui font très bien le job d'une procédure. On peut avoir sur un même formulaire, avec un système de code couleur, définir qu'est-ce qui doit être fait au début. Et ensuite, ce formulaire dit précisément qu'une fois cette partie complétée, elle est transmise au responsable formation, par exemple, qui lui complète ces informations, et ainsi de suite. Quand je parle de procédure, ne soyez pas figés, bloqués sur un document avec en tête, pied de page et compagnie. Et vous pouvez rajouter, si nécessaire, quand, où ou combien. Enfin, quand je dis quand, c'est à quel moment dans la chaîne de production l'étape apparaît, ou est-ce que ça peut être sur un chantier, est-ce que ça peut être au bureau ou autre, et puis combien, c'est si on fait appel à soit des ressources financières ou bien à des quantités précises. Je vais, même chose, vous montrer plusieurs exemples. On a, ici c'est un exemple, c'est vraiment intéressant cet exemple parce que c'est une procédure, c'est l'une des toutes premières procédures que j'ai rédigées quand je venais de débuter mon activité, 2013 effectivement. Et à l'époque, on n'était pas encore du tout sur la version 2015 de la norme, c'était en réflexion et compagnie. Et pour les anciens, ceux qui sont aussi anciens que moi, désolé pour les plus vieux, ceux qui sont aussi anciens que moi, c'est exactement ce type de procédure qui a fait que la qualité a été ressentie comme étant cloisonnée et réservée uniquement à un certain nombre d'entreprises. Pourquoi je vous montre cet exemple de procédure? C'est justement, si vous êtes dans une activité, dans une entreprise où ce type de procédure est toujours en vigueur, vous n'allez pas non plus d'un coup tout changer. Je vous conseille progressivement d'alléger le système, notamment avec tous ces principes de rédacteur, vérificateur, approbateur. Il y a plusieurs applications qui permettent de le faire de façon plus simple que d'imprimer une procédure, de le faire signer, parce que je faisais ça. Hein.
J'ai primé les procédures, j'allais voir le chef du service, par exemple, pour lui demander de vérifier et tout. Le gars avait autre chose à faire. Je restais 2-3 semaines en train de patienter. Ensuite, il me redonnait et ensuite, il fallait faire signer par le secrétaire général l'approuver. Enfin, c'était tout un truc qui était relativement laborieux. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous montrer aussi cette partie rédaction. Une procédure peut être rédigée. On peut le juger nécessaire de rédiger les procédures dans le cas des, je vais essayer de trouver un exemple, les activités dites intellectuelles. Par exemple, dans un cabinet d'avocats, il y a des fois, à un moment, on a besoin d'un paragraphe rédigé. Il peut aussi avoir d'autres activités, mais je ne sais pas trop, je ne suis pas... En termes de procédure, même si j'ai une activité d'écrivaine, d'auteur, mais j'essaye au minimum de rédiger. Quand vous rédigez une procédure, vous ne le rédigez pas pour vous, vous le rédigez pour d'autres personnes. Si vous êtes dans une activité, par exemple, de BTP, vous devez rédiger un mode opératoire pour préparer un chantier. C'est destiné au chef de chantier. N'allez pas sur des textes, ne faites pas des paragraphes d'une vingtaine de lignes, etc. Les gars, ils vont pas le lire. Allez sur quelque chose de plus graphique. Là, en rouge, je vous ai entouré un modèle de logigramme. C'est un modèle de logigramme. Et à l'époque, j'avais utilisé pour ça un logiciel très spécifique que je trouvais super intéressant. Je me suis bien éclatée à l'utiliser, mais par contre, qui présentait un gros inconvénient. Le principal inconvénient, mais selon vous, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont utilisé des logiciels spécifiques pour rédiger leurs procédures? Quand je dis spécifique, c'est au-delà autre que Word ou Excel. Non, alors Claire n'a pas utilisé de logiciel spécifique. Super, Excel, oui, moi j'utilise encore énormément Excel. Qui d'autre a eu l'occasion de rédiger? Alors, Stéphanie dit N. Non, je pense que c'est non. N6N, ça doit être voulu dire non. Alors, si personne n'a utilisé de logiciel spécifique, restez comme ça. Ne faites pas le choix d'y aller. Parce que le gros inconvénient, c'est que sur une boîte de 150 personnes, j'étais la seule à savoir utiliser le logiciel et par conséquent, j'étais la seule à rédiger, à formaliser, en tout cas à rédiger les procédures. Et oui, le responsable qualité devient plus pour le coup un secrétaire ou une secrétaire, une main pour pouvoir rédiger qu'autre chose. Donc, restez sur des logiciels qui ne sont pas spécifiques. Et d'ailleurs, avec Word et Excel, on arrive à avoir le même résultat. Autre exemple de procédure, et cette fois-ci, c'est une procédure plus... alors, c'est ça qu'on utilise globalement. C'est une procédure sous forme de tableau. Pourquoi sous forme de tableau? Parce qu'on peut le faire aussi bien sur Excel que sur Word. Et on a toujours nos données d'entrée, le qui et la donnée de sortie. Ici, la donnée d'entrée et la donnée de sortie, ce sont des outils ou bien des logiciels. Et ça, c'est un modèle de procédure qu'on utilise sur Acquise pour expliquer à nos différents formateurs qui peuvent être du personnel extérieur comment animer une formation et qu'est-ce qu'on attend d'eux en fait. L'avantage de cette procédure, c'est une fois qu'on a fourni le Canva, que ce soit Word ou Excel, pratiquement tout le monde peut le faire. Donc, tout le monde peut le compléter, le mettre à jour ou bien même créer sa propre formation, sa propre procédure, excusez-moi. Je n'ai pas parlé des références. Si votre activité n'est pas... si vous êtes sur un système qui n'a pas pour objectif d'être certifié, la référence n'est pas obligatoire, n'est pas indispensable.
même si j'ai envie de vous le conseiller, notamment, bien sûr, pour les systèmes certifiables, ISO 9001 ou Calliope, vous devez avoir une référence et une gestion des versions. Par contre, trouver un système qui soit le plus facilement, le plus simplement, que vous pourrez simplement mettre à jour. On a mis en place un système de gestion de nos procédures qui se fait un peu automatiquement. Toutes nos procédures sont liées à un fichier Excel central qui sont automatiquement reliées aux versions des procédures. Là, sur le document, c'est un imprimé écran, donc vous ne voyez pas le document en intégralité. Mais quand je mets à jour sur le fichier Excel la version est automatiquement mise à jour sur ma procédure. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, si ce n'est pas déjà le cas, de formaliser une procédure sous forme de tableau ou sous l'autre modèle, logigramme ou autre, et puis on va poursuivre dans un petit moment avec les modes opératoires. Ou bien désaltérez-vous un petit peu, ça fait que du bien. Est-ce que à ce stade, vous avez des questions? Merci Claire. Alors, on va continuer. Alors je vais me baser que sur les réponses de Claire, puisque vous n'êtes pas très bavard. Ou bien, en fait, vous êtes connecté et vous n'êtes pas là. Ça peut être une option aussi. On continue sur le mode opératoire. Rappelez-vous, le mode opératoire, c'est la description la plus fine de système qualité, du système de management ou de l'organisation que vous avez mis en place. Pour tout travail, pour toute rédaction de mode opératoire, faites-le toujours par équipe. Et volontairement, je vous ai mis la petite image d'un livre de recettes parce que, en fait, un mode opératoire, c'est équivalent à une recette de cuisine. Je vais vous montrer cet exemple. Premier exemple. Donc ça, c'est une activité de rotomoulage. Dans le mode opératoire, on a fait le choix d'être extrêmement précis, puisque on ne peut pas aller au-delà de la précision. Dans ce mode opératoire, on avait mis jusqu'à les mettre les risques, les protections qu'on devait avoir. On a mis aussi les risques chimiques et puis les actions sont vraiment extrêmement détaillées. Avec le chariot, positionner le moule sur le poste de travail et le caler au sol. Étape 2, puis le prendre avec le ballon. Étape 3, préparer les doses de polyéthylène de son colorant, voire nomenclature. Étape 4, préparer les fournitures. Il n'y a pas plus précis dans un système qu'un mode opératoire. Et vous comprenez mieux pourquoi je vous ai mis l'image de la recette de cuisine. Là, c'est un autre exemple. Et ce que j'espère que vous avez remarqué, la différence de titre. Une fiche de pré-réglage peut très bien être un mode opératoire parce qu'il est aussi détaillé, il est aussi précis. Par exemple, la consigne, quand la zone de chauffage est sur le point, sur la zone 1, 2 ou 3 ou 4, voici les consignes en termes de degrés pour le fourreau. Quand on est sur l'extrudeuse pour la peau intérieure, si on est sur la zone de chauffage 1, 2, 3 ou 4, la consigne en termes de température est de 240, 230, 5 Celsius, etc. Il n'y a pas de formalisme particulier en ce qui concerne les modes opératoires. Par contre, un mode opératoire doit être extrêmement précis. Alors, quel est l'intérêt de rédiger un mode opératoire? Si votre activité ne nécessite pas ce niveau de précision, vous n'avez pas de mode opératoire. Si votre activité ne nécessite pas un niveau de précision particulier au niveau
même de la procédure, restez sur un processus et faites comme nous, vous rajoutez les responsabilités, tout simplement. Vous vous rappelez la description du processus attitude que je vous avais montré, on avait mis en face, je vais le reprendre, c'était ici, ouais. C'était l'autre modèle, exactement, voilà. On avait mis en face les acteurs, les risques et les opportunités, parce qu'au-delà, ça nous faisait des documents supplémentaires et je ne voulais pas alourdir notre système. Donc, on est resté sur quelque chose de relativement simple. Pour faire un autre aparté sur l'ISO 9001, rappelez-vous que dorénavant, il faut que je retrouve là où j'étais, voilà. Rappelez-vous que dorénavant, la norme parle d'informations documentées. On n'est plus sur une description d'une procédure, etc. Ça veut dire qu'au-delà des exigences qui restent de vérification, enfin d'approbation, pardon, le formalisme, il saute. Donc, du coup, soyez créatifs dans la rédaction de vos différents documents. Est-ce que vous avez des questions? Avant qu'on arrive aux phases bonus, on a tenu le timing, hein, on est à 40 minutes, 45 minutes de notre webinaire qui va prendre fin. Est-ce que vous avez des questions sur le formalisme ou autre? Alors, soit vous levez la main et je réactive votre micro, ou encore vous posez la question directement dans le chat. Alors, merci Samantha. Samantha a repris les différents codes promo dans le chat. Parfait. Et le site internet aussi d'Attitude et d'Acquise. Si vous avez, si Samantha, tu pourrais remettre l'adresse mail de la boîte contact, s'il te plaît. Si vous avez des questions, si vous voulez reprendre note par rapport au code promo dont je vous ai annoncé tout à l'heure, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos différents newsletters et à nos réseaux sociaux si vous avez encore fait poursuivre notre actualité et puis être toujours au courant de nos différents événements. Et sous cela, je vous dis encore merci de votre participation et puis j'espère à très bientôt sur nos prochains webinaires. Merci beaucoup Nelly, merci Sidji, merci Stéphanie et Claire, merci Mboko pour tous vos retours et ça me fait vraiment plaisir parce que merci Kevin également parce que j'espère en tout cas que ça va vous apporter quelque chose de très concret par rapport à vos activités. À très bientôt en tout cas. Merci beaucoup.